Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat consacré à l'actualité économique du continent. Un continent qui pollue très peu mais qui subit fortement les conséquences de la crise climatique. Une situation qui interpelle. Les États africains espéraient une action forte des principaux pays pollueurs pour les aider à faire face aux crises climatiques. Mais voilà, les financements se font encore attendre. Alors dans ce contexte, comment les États africains eux-mêmes envisagent de faire face aux différentes crises climatiques qui les affectent? Comment accélérer les politiques d'adaptation? Comment mobiliser de nouveaux financements? On en parle avec nos invités du jour. Monsieur Paul-André Touabi, vous êtes spécialiste en finances climatiques et directeur des opérations chez Green Invest Africa. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Et avec nous ici en studio, Monsieur Nassim Oulman, vous êtes le directeur de la division pour le changement climatique, de la sécurité alimentaire et de la gestion des ressources naturelles à la CEA. Merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Alors avant d'aller plus loin, la CEA, c'est quoi exactement? Alors la CEA est la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. C'est une des 5 commissions économiques des Nations Unies dites régionales, une par continent. Et elle travaille essentiellement à accompagner les États africains dans leur intégration économique au travers du continent et également pour faciliter toute coopération entre États africains, que cela soit au niveau continental ou au niveau sous-régional, par exemple en Afrique de l'Ouest. Alors quand on parle de coopération, je vais entrer dans le vif du sujet avec cette question. On parle beaucoup ces derniers temps, les États africains disent en quelque sorte, se plaignent de ne pas avoir reçu les financements que les grands pays pollueurs devaient leur reverser pour justement lancer leur politique d'adaptation climatique. Qu'en est-il aujourd'hui de ces financements ? Vous avez tout à fait raison d'abord de rappeler, et il faut toujours le faire, qu'il y a une question de responsabilité. Effectivement, les pays pollueurs sont les pays développés qui, depuis l'ère industrielle, je dirais, à partir de la fin du XVIIIe siècle, ont accéléré leur développement en considérant que la nature était gratuite, si vous voulez, que l'environnement était gratuit, qu'on pouvait polluer. Aujourd'hui, on voit les conséquences de cela, on a atteint des seuils où on commence à subir pleinement, et nos pays, les pays africains, sont les premiers à subir les conséquences de cette pollution. Le nerf de la guerre étant le financement, puisque le fait est que les pays africains sont très vulnérables aux conséquences du changement climatique, et pour cela, il faut s'adapter. Et l'adaptation demande beaucoup d'investissements. Or, actuellement, nos pays font face également à un autre défi, qui est le défi du développement, tout simplement, compte tenu de la singularité des pays africains par rapport aux dynamiques démographiques. Donc, en plus du défi du changement climatique, qui est un défi pour toute l'humanité, les pays africains ont ce double défi, ce qui rend les choses beaucoup plus complexes. Et effectivement, l'accord de Paris, à la COP 21, une promesse de 100 milliards de dollars par an avait été faite. Elle a eu énormément de mal à être atteinte, cette promesse. Ce n'est que vers 2022-2023 qu'on a commencé à atteindre ces sommes-là, selon des rapports de l'OCDE. Mais même en atteignant ces sommes-là, il y a aussi la question de la qualité de ces financements. Parce que si c'est des anciens financements qui sont repackagés, si vous voulez, c'est différent que de nouveaux financements. Mais de manière plus importante, si c'est essentiellement que des prêts, les pays finissent par rembourser les prêts. Donc si vous remboursez vos prêts, finalement c'est votre propre contribution. C'est votre propre contribution au changement climatique. Et c'est la position des pays africains, c'est de dire, écoutez, il faut que le financement à l'adaptation soit essentiellement composé de dons. Bien sûr, il y a aussi la possibilité d'avoir des prêts, mais on a un problème de dette. Les pays africains ne sont pas dans une position où ils peuvent s'endetter beaucoup plus. Donc cette question est vraiment fondamentale. Une question fondamentale. Là, je vais me tourner un peu vers vous, M. Paul Touabi, parce que les Africains attendent ces fonds, mais est-ce que réellement ils ont des moyens de pression pour obtenir ces fonds, ou bien c'est juste la spéculation, demander si ça vient, tant mieux, si ça vient? Est-ce qu'ils ont des moyens de pression à cette heure pour recevoir ces fonds? Je dirais déjà, quand on parle de finances climatiques, comme M. Ousmane l'a si bien mentionné, on fait tout de suite référence à toutes ces sources bilatérales et multilatérales, justement, qui s'inscrivent dans la responsabilité commune et différenciée. Et on pense tout de suite à la COP 15 de Copenhague, où justement il avait été promis
que les pays africains recevront 100 milliards de dollars chaque an jusqu'aux accords de Paris. Tout ça n'a pas été respecté du tout. Pourtant, lorsqu'on s'inscrit dans la logique de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, qui va définir le financement climatique ou la finance climatique comme un type de financement qui va s'adresser à tous les défis du changement climatique ou toutes les actions qui permettent de lutter efficacement contre les effets du changement climatique en adressant l'atténuation et l'adaptation. Mais ce sont des sources de financement qui sont, ou je dirais, c'est un type de financement qui est issu des diverses sources. Et là, généralement, on ne le précise pas. Et il y a des sources multilatérales, bilatérales, il y a des sources privées, publiques. Donc, concernant les sources multilatérales et bilatérales, c'est vrai, le point aujourd'hui, les pays africains avaient pour objectif de mobiliser plus de 3 000 milliards de dollars d'ici 2030. Et aujourd'hui, je crois, on est autour de 80 000 milliards. Donc, on est très loin du compte. Donc, je ne dirais pas nécessairement qu'il y a une pression à mettre, mais je dirais aussi qu'il faudrait parallèlement envisager les autres sources, envisager de développer le potentiel de financement en utilisant les autres sources de financement, je dirais. Alors, dans ce que vous venez de dire, il y a deux termes ou deux notions qui me reviennent. Si on peut éclairer cela avant d'avancer, on parlait d'adaptation climatique, vous avez parlé aussi d'atténuation climatique. Oui. C'est pas la même chose. Non, c'est pas pareil. C'est quoi la différence entre l'atténuation climatique et l'adaptation climatique? Ok, dans l'atténuation, on s'adresse aux causes du changement climatique. Ou dans l'atténuation, on s'adresse aux conséquences. Donc dans l'atténuation, on s'est dit, ok, on émet, quelles sont les causes de nos émissions et comment est-ce qu'on pourrait en fait les réduire en agissant sur des secteurs prioritaires. Dans l'adaptation, on s'est dit que le fait déjà là, on est fortement impacté par le changement climatique, nous sommes fortement vulnérables et comment est-ce qu'on s'adapte par rapport à cela et par rapport à nos secteurs prioritaires. Donc au niveau de l'Afrique, on est plus dans l'adaptation parce que l'Afrique pollue très peu, donc on ne peut pas parler d'atténuer encore. Et si vous me permettez, je vais poser cette question aussi. On parle de financement et aujourd'hui nos États, je prends le cas du Sénégal, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, sont en train de faire ou on fait des découvertes mais importantes en matière de pétrole, de gaz, ces énergies fossiles. On parle d'adaptation. Est-ce qu'on doit laisser ces énergies fossiles pour aller résolument dans les énergies vertes? Ou comment est-ce qu'on doit concilier les deux? Absolument, mais avant d'aller là-dessus, j'aimerais juste ajouter par rapport à ce qu'a dit Paul-André Touabi, qui a très bien expliqué la différence entre les deux, mais pour donner un exemple sur l'adaptation, même s'il n'y avait pas si on avait la possibilité d'arrêter aujourd'hui le réchauffement d'un coup de baguette magique, nos pays continueraient à subir les conséquences du changement climatique. Et ça, pendant 10, 20, 30 ans, on aurait encore des catastrophes naturelles, etc. Et les économies, les sociétés ne sont pas adaptées, ne sont pas préparées à ça. Et je prends l'exemple, par exemple, dans l'agriculture, vous avez des semences qui ne sont pas adaptées à ces différences de température. Donc, pouvoir investir dans une agriculture beaucoup plus, ce qu'on appelle smart, intelligente par rapport au changement climatique, donc avoir de nouvelles semences, de faire de la recherche et développement pour adapter toutes ces semences-là par rapport aux nouvelles conditions météorologiques, climatiques, etc. Donc c'est ça dont il s'agit, et bien entendu nos pays sont très fragiles par rapport à cela. Alors que comme vous l'avez dit, sur l'atténuation, en termes d'émissions, on émet très peu, 3,9% par rapport, en tout cas, sur les gaz à effet de serre. C'est vraiment très faible. Mais parlons de ces sources d'énergie, ces sources d'énergie fossiles que les États africains sont en train d'exploiter actuellement. Là, c'est une question très importante, effectivement, parce qu'aujourd'hui, et je le disais tout à l'heure, nos pays sont confrontés à deux défis. La réponse au défi climatique, mais également le défi du développement. C'est une source de revenus importante, cette énergie non renouvelable, fossile. Le dernier accord de la COP 28 à Dubaï, a très bien montré que l'ensemble des parties prenantes à la COP, l'ensemble des pays s'engagent vers une transition loin des énergies fossiles. Mais cette transition doit être différenciée. C'est pour ça qu'effectivement, Paul-André Touabi a parlé de responsabilité commune, mais différenciée. Donc, on ira vers moins d'énergie fossile.
Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si on veut être ambitieux en Afrique, par rapport à notre mix énergétique, si on veut avoir beaucoup plus de renouvelables à un horizon de 2050-2060, la CEA a travaillé sur ces questions-là. Il est mieux d'investir aujourd'hui avec les revenus de ces énergies fossiles pour pouvoir avoir plus d'énergie renouvelable à moyen et long terme. Donc ce n'est pas linéaire. C'est vraiment un enjeu fondamental pour les pays africains. On doit pouvoir utiliser particulièrement le gaz, on doit pouvoir utiliser ces ressources-là pour investir dans notre adaptation et dans notre transition énergétique et pour être ambitieux dans cette transition. Être ambitieux, messieurs, on a vu que du 30 août au 2 septembre récemment, là, la Côte d'Ivoire a abrité une conférence justement sur les financements climatiques. Qu'est-ce qu'on retient de ce sommet, de cette conférence qui a eu lieu ici en Côte d'Ivoire ? Alors effectivement, nous avons eu le plaisir d'organiser cette conférence à Abidjan, qui est la conférence sur le changement climatique et le développement en Afrique, avec un certain nombre de partenaires, notamment l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine et la Banque africaine de développement, mais beaucoup d'autres partenaires. Ce qui ressort, c'est vraiment un message très fort par rapport à l'adaptation. Et cette conférence prépare les messages africains, je dirais, pour la prochaine COP. Donc il s'agissait vraiment de façonner ces messages-là et de les affiner. Tous les pays ont des intérêts, bien entendu, qui ne sont pas toujours convergents, mais on a aussi des défis communs, et le financement en est un. Donc cette année, à la COP, il s'agira de définir le nouvel objectif quantifié en matière de ce qui va remplacer les 100 milliards. Si vous voulez. Les 100 milliards, c'était un accord, il faut rappeler que c'était un accord politique. Cette évaluation n'était pas basée sur des évaluations réelles. Aujourd'hui, chaque continent, toutes les parties ont fait leur travail en évaluant leurs besoins, et les pays africains se sont mis d'accord, au travers du groupe des négociateurs africains pour le changement climatique, sur une enveloppe de 1300 milliards de dollars par an. Donc vous voyez, on est loin des 100 milliards de dollars. Ça montre que les enjeux sont beaucoup plus importants que ceux qu'on pensait qu'ils étaient il y a quelques années. Donc, déjà, rappelez cela, et rappelez que dans ce nouvel objectif, la composition adaptation doit être importante, si ce n'est principale, parce que, notamment pour les pays. Donc ça, c'est la position africaine par rapport à cela. Ça, c'est le premier message. Deuxième message important, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la qualité des financements. Les pays africains ne sont pas dans une position où ils peuvent s'endetter beaucoup plus. Bien entendu, et effectivement, Paul-André Touabi y a fait référence, il y a beaucoup de financements innovants qu'on peut mettre en place, des obligations, des reconversions de dettes, et les pays africains sont engagés dans cela. Mais en même temps, il ne faut jamais oublier que les pays africains émettent très peu, ils ne sont pas responsables des conséquences du changement climatique, et il faut mobiliser les financements pour leur adaptation. Pour leur adaptation, dans ce que vous venez de dire, encore je retiens en tout cas ces notions. Quand on regarde un peu les réalités, 1300 milliards de dollars par an, ces pays africains, on sait chaque pays a sa particularité, a ses singularités. Est-ce qu'il faut porter d'une seule voix ces réalités, ces revendications, ou bien c'est plus intéressant, plus pratique que chaque pays, en fonction de ses réalités, aille à la négociation? Vous êtes Green Invest Africa, vous conseillez des personnes dans les négociations. Quel serait l'idéal quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, qui a un climat qui est affecté d'une telle manière, quand vous prenez le Mali, le Niger, qui ont une condition, un paysage, un climat différent? Est-ce que ce n'est pas plus intéressant d'aller individuellement par rapport à ces réalités, ou bien vous pensez qu'il faut mutualiser les initiatives? Moi, je dirais une approche mutualisée mais flexible. Mutualisée parce que tous les pays africains subissent les mêmes réalités concernant la vulnérabilité face aux effets du changement climatique. Aujourd'hui, on sait que les pays africains font partie des pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique, et en termes de ressources de financement pour ces enjeux-là,
il y a très peu de financements qui sont orientés vers l'adaptation. Donc, on a tous un objectif commun qui est de pouvoir mobiliser des ressources financières supplémentaires pour l'adaptation. Mais après, on a des spécificités qui sont adaptées à nos réalités et à nos climats. Donc, on pourrait porter ou mutualiser nos efforts de mobilisation, mais au niveau du plan de mise en œuvre, ça pourrait en fait prendre en compte la réalité de chaque pays en tenant compte de ses contributions déterminées au niveau national et de ses secteurs prioritaires qui ont été relevés. Alors, M. Nassim, on vient d'entendre M. Paul-André Touabi revenir, en tout cas donner sa contribution. Mais quand on sait qu'en Afrique, on voit certains pays sont vraiment en proie à des inondations, d'autres à la sécheresse, on voit que ce sont des conséquences qui se repartissent de manière diversifiée sur le continent. Est-ce qu'il faille dans ce sens-là mutualiser les énergies ou bien chaque groupe, chaque région affectée par ces situations aille individuellement négocier? Alors, il y a deux temps. Il y a le temps de la négociation où là, effectivement, la mutualisation est importante parce qu'il s'agit de mobiliser des fonds. Un principe fondamental de la négociation, c'est qu'on obtient beaucoup plus lorsqu'on est unis. Donc, il est clair que les pays africains doivent à la fois être unis, mais aussi développer des coalitions avec d'autres régions. Ça, c'est la première des choses. Après, effectivement, rien n'empêche, une fois que les mécanismes sont mis en place, une fois que les institutions où ces fonds-là vont aller pour pouvoir être déboursés, les pays qui, je le rappelle, développent des contributions nationales déterminées, les CDN, développent des plans nationaux d'adaptation. Donc, ils ont parfaitement identifié leurs besoins. Ces pays vont pouvoir s'adresser à ces institutions, utiliser ces mécanismes-là pour répondre à leurs besoins, aux défis qui leur sont propres. Et aujourd'hui, on parle de nouveaux financements ou de financements innovants dans ces conditions. Messieurs, quelles sont selon vous des pistes de financement nouveaux ou innovants pour faire face à la crise du changement climatique? Bon, déjà, je dirais des financements qui sont issus des sources privées, donc qui engageraient les banques commerciales, les microfinances, les fonds d'investissement, les compagnies d'assurance à pouvoir adapter leurs produits financiers aux réalités liées au changement climatique. Donc, dans ce sens, Green Invest Africa travaille à développer justement un tel accompagnement qui permet à toutes les entreprises ou tous les porteurs de projets qui font face justement à ces enjeux, ces défis liés au changement climatique, de pouvoir mobiliser ces financements innovants. Donc à travers des programmes comme le GAP, le Green Hub Accelerator Programme, qui est justement soutenu par le Fonds de garantie africain AGF avec sa ligne de garantie qui permet justement aux banques commerciales de financer ces entreprises, ces projets qui permettent d'atténuer ou de s'adapter au changement climatique tout en étant couverts du risque lié à la contrepartie, donc à un certain pourcentage. Donc ça fait partie, disons, d'un financement innovant qui pourrait être développé. Et c'est aussi un appel qu'on lancerait aux banques commerciales de pouvoir justement s'engager pour de telles initiatives et de pouvoir être aussi partenaires. Donc, comme, si vous me permettez, comme Premier Métrique par exemple, on a pu mobiliser des financements à hauteur de 5 milliards. Justement, c'était juste pour des petites et moyennes entreprises, mais ce sont des initiatives qui continuent et qui entendent se vulgariser un peu. Ok. Donc, comme autre source de financement innovant, il y en a vraiment plusieurs, mais comme autre source de financement innovant, on pourrait parler de la finance carbone, donc de tout ce qui est financement qu'on peut en fait mobiliser auprès des marchés carbone. Donc nous sommes passés des mécanismes de développement propre avec le protocole de Kyoto à l'ATIS 6 dans les accords de Paris, qui permettent aussi de définir maintenant une approche au niveau justement du marché carbone. Et en Côte d'Ivoire, il y a un cadre qui a été déjà mis en place, un cadre réglementaire, judiciaire et institutionnel, qui permet justement à la Côte d'Ivoire de participer aux échanges en fait sur ce marché carbone. Et des entreprises aussi, comme Green Invest, peuvent accompagner les porteurs de projets dans ce sens. Il y en a d'autres. Il y a des financements innovants également qui pourraient en fait s'adresser à tout ce qui est fonds, voilà, les fonds de pension, voilà,
comment remobiliser ou rediriger les flux de ces fonds de pension-là afin d'adresser vraiment ces défis. En tout cas, beaucoup de pistes de solutions. Du côté de la Commission, quelles sont les pistes de financement innovant qui s'offrent à vous et surtout, au sortir de cette conférence, quelles sont les résolutions que vous prenez? Effectivement, il est très important, une fois qu'on a parlé de la mobilisation au niveau international des fonds, aussi de travailler sur le financement domestique. Comment faire en sorte que nos acteurs puissent participer à l'action climatique, comment faire en sorte que les investisseurs privés investissent sur des questions qui sont des questions aussi de long terme. C'est pas évident pour un investisseur privé d'investir sur des questions de changement climatique si l'horizon du rendement est vraiment à très long terme. Donc là, il faut innover. Et effectivement, d'un point de vue de la finance, d'un point de vue de la finance, il est important de considérer ces questions de risque et on a de ce qu'on appelle le financement mixte, je crois en français, blended finance, où on mélange des financements privés avec des financements publics pour pouvoir justement faciliter la prise de décision des acteurs privés pour investir sur des projets, sur des actions dont le rendement n'est pas toujours aussi évident à court terme. Donc ça c'est des pistes très importantes. Et nos partenaires, nous travaillons beaucoup avec notamment la BAD, la Banque africaine de développement, pour que la BAD devienne le principal acteur pour favoriser ce type de financement mixte et pour mobiliser les financements privés. Laissez-moi vous donner un exemple sur les énergies renouvelables dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est sûrement le continent qui a le plus de potentiel en matière d'énergie renouvelable. Mais on arrive à financer à peu près entre 12 et 13%, essentiellement avec des financements publics. C'est-à-dire qu'on a un potentiel de l'ordre de 87% qui reste à financer. Et là, il n'y a que le financement privé qui pourra combler une grande partie, si ce n'est l'ensemble de ce gap. Mais pour cela, effectivement, il faut mettre en place les outils qui permettent aux acteurs privés de s'engager ça, et le blended finance répond en partie à ça. D'autres sources sont les obligations thématiques, et particulièrement les obligations qu'on appelle vertes et bleues. Alors il y a eu beaucoup de débats sur est-ce que ce sont vraiment des investissements qui vont vers la transition, vers la décarbonation, vers l'économie verte, etc. Petit à petit, on met en place l'environnement nécessaire et les mécanismes qui permettent de bâtir de la confiance. Parce que en fait, c'est cela et là, la CEA, avec ses partenaires, travaille beaucoup sur comment développer des cadres qui rassurent, qui mettent en place les outils, les mécanismes, qui bâtissent cette confiance. Et là, parce qu'effectivement, la perception qu'on a de l'extérieur du continent, c'est que l'investissement est très risqué, et on risque de perdre de l'argent, encore plus sur des sujets nouveaux, comme les sujets liés au changement climatique. Or, en termes de rendement, c'est sûrement la zone géographique qui offre les meilleurs rendements en termes d'investissement. Donc, il s'agit juste de travailler sur cette perception, mais de travailler de manière concrète en mettant en place, effectivement, comme je le disais, les mécanismes, les institutions qui vont construire cette confiance, qui vont montrer que c'est pas plus risqué d'investir en Afrique, mais par contre, on peut avoir de meilleurs rendements, tout en répondant aux enjeux du changement climatique. Peut-être un dernier point sur les obligations. J'aimerais quand même souligner un point important, c'est que sur les obligations, j'ai parlé des obligations vertes, il y a aussi des obligations bleues qui sont plus liées aux questions maritimes, d'océan. L'Afrique, un pays en particulier, les Seychelles, est le premier pays au monde à avoir fait une émission d'obligations bleues. C'est-à-dire que le pays a innové en matière d'obligations, ça n'existait pas avant. C'est le premier pays à avoir... Donc c'est un pays africain qui a innové en la matière. Ça montre que nos pays sont capables d'apporter des solutions, pas que pour eux-mêmes, mais aussi d'inspirer le reste du monde. Donc, encore une fois, nous connaissons parfaitement
les enjeux, les défis, les problématiques et la manière d'y répondre. Mais nous avons un vrai problème, c'est un problème de financement. Et c'est ça le message que nous portons, que nous avons discuté longuement lors de cette conférence. Nous devons vraiment faire prendre conscience au reste du monde que les solutions sont connues, nous savons comment le faire, parfois même nous innovons, mais nous avons clairement identifié nos besoins et nous avons besoin de cet élan collectif pour pouvoir faire en sorte que l'Afrique joue son rôle, et l'Afrique est prête à jouer son rôle. Elle l'a encore rappelé l'année dernière à la conférence sur le climat de Nairobi. Nous voulons être un pilier de la réponse mondiale aux défis climatiques. Mais on doit faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire mettre en place les mécanismes et les financements nécessaires pour cela. L'Afrique prête à jouer son rôle de pilier, en tout cas, dans cet nouvel élan qui est mis en place pour le changement climatique ou la lutte contre les changements climatiques dans le monde. Messieurs, en tout cas, c'est ici que cette émission va s'arrêter malheureusement. On sait qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais les entretiens, en tout cas, le débat se poursuit chez vous, mesdames et messieurs. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.medi 1 TV, sur le site radio aussi. Mesdames et messieurs, agréable suite au programme sur nos antennes et à très bientôt.